Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va parler du couple aujourd'hui. J'avais envie de vous parler du couple parce que vous êtes plusieurs à m'envoyer des messages pour me parler parfois des difficultés que vous rencontrez en couple, pour me poser des questions. Les personnes que je coach aussi en individuel, même si à la base elles me sollicitent d'un point de vue plus pro-entrepreneuriat, on aborde aussi la thématique du couple. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de le faire et de voir à quel point on est conditionné pour avoir une vue très romancée du couple, alors que dans la réalité, c'est quand même pas du tout ce qui se passe. Dans la réalité, le couple est loin d'être un film à l'eau de rose. C'est loin d'être une romance parfaite où tout est fluide, tout est limpide, tout coule de source. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, on en avait beaucoup parlé dans Couple Alchimique, dans le programme Couple Alchimique. Je mets vraiment l'accent dessus, non pas pour diaboliser le couple, parce que la relation de couple, c'est pas non plus que la merde, souffrant, douloureux et tout ça, mais c'est pas non plus un espèce de long fleuve tranquille où tout est beau, tout est rose, et si c'est pas le cas, c'est qu'on s'est trompé. Voilà, parce que c'est ça en fait le risque. Et je me souviens que quand on a sorti Couple Alchimique, c'était vraiment intéressant de voir qu'on avait aussi bien des personnes qui étaient en couple, qui avaient envie d'améliorer leur relation de couple, que des personnes qui venaient de se séparer, des personnes célibataires. Et toutes avaient une vision quand même assez, idéalisée. Voilà. Avec parfois justement toutes ces questions de si c'est pas fluide, est-ce que ça veut pas dire que je me suis trompée ? Eh ben non, pas forcément en fait. Pas forcément et loin de là. Alors forcément, depuis qu'on est enfant, on voit et on lit des choses sur le couple. On a aussi après les modèles de couple qui nous entourent. Et là-dedans, on peut avoir tendance quand même, je vois quand même que la tendance, c'est de projeter sur l'autre pas mal d'attentes. Je m'explique. On attend que l'autre nous complète. On attend de l'autre qu'il prenne soin de nous, qu'il nous comprenne, qu'il nous aime dans tout ce qu'on est et souvent qu'il réponde à nos besoins bien mieux que nous le faisons nous-mêmes. Et c'est terrible parce que en fait, je trouve que ça fait porter une charge à l'autre qui, en fin de compte, ne lui appartient pas. Et donc, je parle souvent de notion de responsabilité dans la vie de tous les jours, mais aussi au sein du couple. Et cette notion de responsabilité, c'est pas une notion de culpabilité, ça n'a rien à voir. C'est plutôt de se responsabiliser et de prendre sa part, de se dire, ok, mon bonheur, mon épanouissement m'appartient. Alors, je vais faire juste une petite parenthèse là, histoire qu'il n'y ait pas de confusion. Quand je parle du couple, quand je parle de n'importe quel sujet ici d'ailleurs, je fais des généralités, d'accord ? Parce que je ne peux pas adapter mon discours à une particularité ou à une personne en particulier, forcément. Donc, quand je dis que je fais une généralité, ça veut dire que ça ne prend absolument pas en compte tous les cas de violence conjugale, de maltraitance, de déviance ou de choses comme ça. Ok ? Une toxicité normale, pourquoi pas, mais pas de maltraitance, de ce genre de choses. Ok ? Face à de la maltraitance, face à de la violence, en fait, il n'y a pas à tortiller du cul, j'ai envie de dire, on s'en va. Voilà, on demande de l'aide et on fuit. C'est tout. C'est tout. Que la violence soit physique ou psychologique, même chose. Voilà, je referme la parenthèse et je reviens à quelque chose de plus doux autour du couple. Donc je disais que souvent, parfois, peu importe, on a tendance à attendre de l'autre qu'il prenne soin de nous plus que nous, on sait le faire. Et ça fait porter à l'autre une certaine charge et aussi une certaine culpabilité. Et je me rends compte qu'il y a des espèces de jeux de pouvoir comme ça, de manipulation, de culpabilité, où chacun des protagonismes dans le couple danse un peu avec ça. Un coup, je suis le bourreau, un coup, je suis la victime. Un coup, c'est moi qui te manipule, un coup, c'est toi. Un coup, je te fais culpabiliser, un coup, voilà.
Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des espèces de formes de dette qui se créent au fur et à mesure. Il y a des sentiments d'injustice, il y a de la tension. Il y a plein de choses qui se créent et qui, en fin de compte, ne nous font pas spécialement grandir. Ce que j'ai appris avec le temps quand même, à travers ma propre expérience, mais aussi à travers tous les couples que j'ai accompagnés, c'est que l'espace du couple, c'est un espace qui est challengeant. C'est un espace dans lequel on grandit, dans lequel on mûrit et dans lequel on apprend, au-delà d'aimer l'autre, on apprend à se connaître soi et à s'aimer soi. Ça peut paraître très nombriliste, mais pas du tout, parce que c'est justement en apprenant à se connaître et en s'aimant soi qu'on peut construire une relation plus saine, plus équilibrée, où chacun va pouvoir s'épanouir en fonction de qui il est pour pouvoir mieux se retrouver. Et j'aime cette métaphore du jardin qui est que on a tous nos jardins à cultiver, voilà, et on a déjà pas mal de boulot à faire dans nos jardins. Et ensuite, le couple, c'est un jardin partagé. C'est l'espace du couple qu'on recrée ensemble dans un jardin partagé. Et chacun vient avec ses graines, chacun vient cultiver, chacun vient faire sa part dans cet espace-là. Pendant qu'on est dans cet espace de couple, en fait, il ne s'agit pas d'abandonner son propre jardin. Bien au contraire. Plus on va prendre soin de ses propres espaces, plus on va pouvoir venir enrichir l'espace du couple, l'espace partagé. Coucou tout le monde. Donc, c'est important de pouvoir se dire, ok, ma responsabilité, en fait, c'est pas de prendre soin de l'autre. Ma responsabilité, c'est de prendre soin de moi. Et en fait, si chacun est dans sa responsabilité et si chacun est dans le soin de soi, forcément, la relation qu'on construit à deux, eh bien, elle va être exemple d'attente, de charge et de frustration. Okay, parce que si j'attends de l'autre qu'il prenne soin de moi, forcément, à un moment donné, ça va pas le faire. Ça va pas le faire parce que, encore une fois, l'autre n'est pas destiné à ça dans la relation de couple. Attention, ça veut pas dire qu'on peut pas se soutenir, qu'on peut pas prendre... Il y a des moments où on prend soin l'un de l'autre. Ok, c'est aussi ça, aimer l'autre, hein, c'est de savoir être à son écoute, etc., etc. Mais jamais à son détriment, en fait. Okay, et c'est pas la fonction première de notre conjoint ou de notre conjointe de prendre soin de nous. Pour moi, le couple, c'est la cerise sur le gâteau. C'est pas le gâteau. Le gâteau, c'est nous et ce qu'on fait de notre vie et la manière dont on sait prendre soin de nous. Ok, l'autre est une cerise sur le gâteau. Ça veut bien dire que l'autre ne fait pas notre bonheur, il y contribue. L'autre ne prend pas soin de nous, il nous soutient, il est un compagnon de route. Voilà. C'est peut-être moins sexy comme vision, mais je peux vous assurer que une fois qu'on enlève cette charge-là, eh bien, on peut ensuite se construire et grandir et cheminer main dans la main avec beaucoup plus de sérénité. Ouais. Coucou tout le monde. Si jamais vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas. Donc, je me souviens que pour Couple Alchimique, le premier module, ça avait été ça. Connaissance de soi, amour de soi, c'est quoi la rencontre, d'accord ? Et puis ensuite, on avait vu toute la notion de crise, etc., etc. Parce que dans le couple, il y a aussi des phases de haut, des phases de bas, un peu comme la vie. Un peu comme la vie. Et tout ce qu'on ne vient pas régler en nous, de toute façon, l'autre met le doigt dessus. C'est un peu comme les enfants, hein. L'autre met le doigt dessus. Et ce qu'on a tenté de mettre sous le tapis, et probablement que ça fonctionne, d'ailleurs, quand... pourriez-vous, s'il vous plaît, enregistrer le live ? Il va être en replay, le live, comme à chaque fois. Tout ce qu'on tente de mettre sous le tapis, en fait, quand on est en interaction avec l'autre, ça devient plus difficile de continuer à le mettre sous le tapis. Parce qu'en fait, quand on vit avec quelqu'un au quotidien, quand on est avec quelqu'un et qu'on commence à se montrer plus vulnérable, forcément, l'autre va, sans le savoir, sans le vouloir, nous déclencher aux endroits qui ont besoin d'être vus, entendus et regardés. Voilà. C'est pour ça que je parle de la relation de couple comme un espace dans lequel on peut être très challengé ou pas, ça dépend de là où on en est. Et ça va dépendre aussi de... Ah, d'ailleurs, il y a Bobo qui arrive. Et ça va aussi dépendre de la connaissance qu'on a de nous-mêmes et surtout de l'acceptation qu'on a de nous-mêmes. Hein. Comment j'accueille mes parts d'ombre et mes parts de lumière.
Et donc l'autre est un peu, comment dire, un amplificateur d'ombre, ok? L'autre va faire ressortir chez nous le pire comme le meilleur. Voilà. Vous avez probablement peut-être pu expérimenter que, je ne sais pas, auprès de votre conjoint ou votre conjointe, eh ben c'est là où vous vous montrez peut-être le plus affectueux, mais aussi parfois le plus colérique. Vous voyez, alors qu'à l'extérieur, généralement, on fait un peu plus attention. Sandy, j'en ai eu l'expérience ce week-end. Il a fallu 3 jours pour savoir que ça m'appartenait. Et ouais, oui, parce qu'en fait, notre première intention, c'est pas intention que je cherche, mais on a l'habitude, souvent, de pointer l'extérieur plutôt que d'aller voir ce qui se passe en nous et justement, quelle est notre part de responsabilité. On a tendance à faire ça et du coup, quand on vit quelque chose de désagréable dans notre couple, on a tendance à être très focus sur l'autre et à rendre coupable l'autre de ce qui nous habite, de ce qu'on vit à l'intérieur de nous. Ce qui est certain, c'est que on ne contrôle rien et on ne maîtrise pas grand-chose en dehors de nous-mêmes. Et encore, même ça, parfois, c'est pas si simple. D'accord ? Donc, à chaque fois que vous tentez de convaincre l'autre qu'il a tort, à chaque fois que vous essayez de le convaincre qu'il devrait changer, à chaque fois que vous essayez de le convaincre de quoi que ce soit, en fait, vous mettez votre focus et votre énergie dans quelque chose qui va vous épuiser. Parce que il y a quand même peu de probabilité que l'autre change parce que vous avez tenté de le convaincre. Généralement, le changement, il se produit quand on a un déclic, quand on sent que c'est bon et que c'est juste pour nous. Et on le fait rarement juste pour faire plaisir à l'autre. En tout cas, pas sur du long terme. Voilà un peu pour cette longue introduction. Pourquoi je vous parle du couple aujourd'hui ? Parce que j'avais surtout envie de vous partager un tips, quelque chose qu'on met en place, qu'on fait depuis un certain temps avec Sébastien et qui nous fait beaucoup de bien parce que, comme pour tous les couples, on est passé par des hauts, par des bas, par des moments challengeants, que ce soit dans notre relation ou avec des événements que la vie nous a présentés et avec lesquels il a bien fallu composer et apprendre à danser. Donc, il faut savoir avec Sébastien, vous le savez probablement si vous êtes là, on travaille aussi ensemble, donc on voyage ensemble, on travaille ensemble, on vit ensemble, tout court. Donc on est tout le temps ensemble, ok ? Ce qui peut parfois aussi amplifier les choses. Donc, mettre des choses en place pour pouvoir s'épanouir, c'est primordial. Donc déjà s'épanouir personnellement, mais ensuite s'épanouir ensemble. Okay ? Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de moment de tension à partir du moment où on s'épanouit, parce que dans le couple, il y a des moments d'équilibre et il y a des moments de déséquilibre. Tout changement dans nos vies est un moment de déséquilibre. Souvent j'appelle ça la crise ou l'effondrement. Okay ? Une crise ou un effondrement, ça ne veut pas dire qu'il y a une rupture, pas forcément, ça veut juste dire que l'état de confort, l'état d'équilibre qu'on connaît est déstabilisé par un événement, soit à l'intérieur du couple, soit extérieur au couple avec, j'en sais rien moi, quelque chose qui arrive de l'extérieur. Et puis on doit retrouver son équilibre. Et dans cet état de crise ou de déséquilibre, eh bien, on peut vivre pas mal d'inconfort. Mais encore une fois, ça va dépendre de là où on en est en tant qu'individu et ensuite de là où on en est en tant que couple. Avec Sébastien, on a quand même pas mal cheminé. Vraiment, on a pas mal cheminé. On a fait pas mal de choses ensemble justement pour trouver cet état d'équilibre, mais surtout aussi pour surfer la vague ensemble avec le plus de confort possible. Très clairement, c'est un peu ça. Et je peux vous assurer qu'il y en a eu besoin. Et encore dernièrement, voilà, au mois de décembre, j'ai vécu une très grosse opération qui a impliqué beaucoup de choses sur le plan physique, mais aussi émotionnel. Et il a fallu qu'on traverse ça ensemble. Et ça n'a pas été évident. Et ça a été une crise vraiment dans notre couple. Déjà une crise pour moi, une crise pour Seb, et puis une crise dans notre couple qu'il a fallu vivre. J'allais dire dépasser, surmonter. Non, vivre tout simplement. Il a fallu qu'on se laisse traverser par ça. Et puis qu'on avance. Qu'on avance tout simplement, mais aussi qu'on prenne soin de ça. Parce que l'idée, c'est pas de faire semblant de ne pas voir. Ça, je crois que ça arrange jamais grand-chose, en vérité. Bref, et du coup, on a mis quelque chose en place et ça va répondre parce que j'avais partagé une... J'ai l'impression que ce live est très brouillon. C'est pas grave.
J'avais partagé une boîte à questions en vous disant je vais vous parler du couple, je vais faire un live sur le couple, si vous avez des questions, allez-y. Il y a eu beaucoup de questions autour de c'est quoi vos tips en fait pour que votre couple dure, pour que voilà, pour que ce soit épanoui. Déjà, je voudrais répondre à ce truc de pour que votre couple dure. Il y a une espèce de croyance quand même autour du couple qui est qu'un couple qui fonctionne, c'est un couple qui dure dans le temps. Bah non, pas forcément. C'est-à-dire que un couple qui n'a pas duré dans le temps n'est pas forcément un couple qui n'a pas été épanouissant, qui n'a pas fait le job. Le job étant j'apprends à m'aimer, à me connaître, à aimer l'autre, voilà, je chemine, j'avance, j'enlève des couches. C'est ça, hein, le couple, entre autres. Mais en fait, à chaque fois qu'on est en relation avec l'extérieur, avec le monde extérieur, c'est toujours un miroir sur notre monde intérieur. Le couple étant le miroir qui en envoie le plus, en gros. Voilà. Donc en fait, juste arrêtons de nous mettre la pression sur la durée du couple et de faire comme si c'était vraiment un gage de réussite, parce que c'est pas le cas. Il y a des personnes qui ont vécu des relations de couple plus courtes, qui ont beaucoup apporté, et c'est pas parce qu'à la fin on se sépare que ça n'en valait pas la peine, bien au contraire. Et je tiens à le dire parce qu'il y a parfois des personnes que j'ai accompagnées qui ont vécu des séparations et qui finissent par se dire bah, ça vaut pas le coup en fait d'être amoureux, d'être amoureuse parce que ça va mal finir. Et je trouve que c'est tellement dommage en fait de s'empêcher de vivre une histoire par peur que ça se termine en fait. Dans tous les cas, c'est comme si on se disait bah là je vais pas vivre parce que de toute façon un jour je vais mourir. Vous voyez, je crois que on est là pour pouvoir vivre pleinement et pas qu'à moitié, donc pour pouvoir expérimenter. Et expérimenter, c'est aussi expérimenter l'amour sous différentes formes et notamment à travers le couple. Alors Prune, qu'est-ce qui distingue le challenge de la rupture? Qu'est-ce qui distingue le challenge de la rupture? Pour moi, c'est tellement différent que je suis pas sûre d'avoir compris ta question du coup. Alors déjà, pour moi, c'est pas qu'est-ce qui distingue le challenge de la rupture, ce serait plutôt qu'est-ce qui distingue déjà la rupture de la séparation. Parce que déjà, rupture et séparation, ce sont deux choses très différentes qui ont des répercussions très différentes. Voilà. Une rupture, ça se fait un peu plus c'est plus violent en fait, c'est plus... Une séparation, on peut se séparer en s'aimant, on se sépare en se le disant, on se sépare dans la douceur. Enfin voilà, c'est une séparation et c'est beaucoup plus facile derrière de continuer de cheminer avec plus de paix, plus de sérénité. La rupture, c'est pas ça. D'ailleurs, la rupture a tendance à laisser un goût amer. Mais ça, j'en parle vraiment dans Couple Alchimique. Ensuite, ce qui est challengeant, c'est le fait que ce soit pas toujours confortable. C'est ça que j'appelle challengeant. Une rupture, c'est une rupture, je viens de l'expliquer. Je crois que personne n'a besoin de moi pour savoir ce que c'est qu'une rupture. Mais quand je parle de le couple est un espace challengeant, c'est déjà pour faire la différence avec... C'est pas les romances qu'on voit dans les films, d'accord? Et je trouve que ça fait pas de bien de croire ça. Ça fait du bien quand on regarde, mais si on tente... Enfin, il faut du bon sens. Et comprendre que c'est juste dans un film et la télévision. Mais si on commence à vouloir prendre ça et le projeter sur l'autre ou sur notre couple, là, ça va être la merde parce qu'on va se comparer à quelque chose qui est irréaliste. Donc là où je dis que c'est challengeant, c'est tout simplement que c'est inconfortable de vivre à deux. Parfois, et puis, en fait, moins on se connaît, moins on a travaillé sur soi, moins on s'aime, plus c'est inconfortable. Plus on enlève des couches, plus on apprend à s'accepter, à s'aimer, à se connaître, à répondre à ses besoins, surtout à répondre à ses besoins, à reprendre sa liberté d'être, tout simplement, plus ça devient fluide et nourrissant d'être en couple. Parce qu'en fait, quand on a créé Couple Alchimique, c'était vraiment l'idée, c'est que le couple alchimique, c'est un couple qui chemine ensemble tout en permettant à chacun de s'épanouir aussi en tant qu'individu, d'être libre en tant qu'individu. D'accord ? C'est pas le couple enfermant en fait. C'est pas le couple aux 10 000 injonctions. Voilà. Sandy, la société nous force indirectement
à te faire croire qu'un couple qui ne dure pas n'est pas forcément un bon couple. Surtout nos aînés nous font comprendre ça. Oui, 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 mais tu sais, en fait, qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, qu'on soit parent, qu'on soit ceci, enfin, des injonctions, il y en a tout le temps. Je pense que ce qui va être le plus important, c'est justement d'être droit dans ses baskets et de reprendre justement sa responsabilité sur le fait que je suis la seule qui peut contribuer, qui peut faire mon épanouissement plus que le bonheur. D'accord? Les autres peuvent me soutenir là-dedans et ça va aussi beaucoup dépendre des choix que je fais. Okay? Déjà, le choix de l'autre, c'est toute une étape qu'on a tendance déjà à romancer. D'accord? Mais dès le début, on fait déjà des choix. Dès le début, on sait si l'autre, ça va le faire ou pas. Il y a une part de nous qui sait. Et il y a une part de nous qui choisit de ne pas voir et de ne pas entendre un certain nombre de choses. Et puis, 3 ans après, quand on a emménagé ensemble, quand il y a eu un premier enfant et tout, on fait comme si on découvrait des facettes de l'autre. Mais en fait, c'est des choses qu'on a déjà perçues, mais on a fait le choix de ne pas voir parce que c'est le début d'une relation. Ça, pareil, j'en parle beaucoup dans Couple Alchimique, du début de la relation, pourquoi on choisit l'autre, comment on choisit l'autre, qu'est-ce qui fait que ça matche avec certaines personnes ou pas, et à quoi ça sert tout ça. Le couple est la relation la plus dure après les parents, ouais, la plus dure, la plus challengeante, parce qu'en fait, ça nous demande d'être juste avec nous-mêmes, en fait, d'être vrai, tout simplement. Et je crois vraiment que ce qui fait que c'est dur la plupart du temps, c'est parce qu'on a trop d'attentes vis-à-vis de l'autre et qu'on attend encore une fois que l'autre réponde à nos besoins. Et du coup, enfin moi je vois bien que la plupart des personnes que j'ai en consulte ou que j'ai dans les programmes ou tout ça, il y a ce truc de s'il m'aimait, il changerait. Mais si c'était aussi simple, ça se serait en fait. Et donc, il y a beaucoup, encore une fois, d'énergie qu'on met dans « je tente de convaincre l'autre que ce serait mieux qu'il change ». Mais pendant tout ce temps-là, je ne fais pas ce qu'il faut pour moi-même pour changer ce que je ressens à l'intérieur, pour aller voir ce que je ressens à l'intérieur, pour prendre soin de ce que je ressens à l'intérieur, pour aller voir la manière dont moi je communique. Qu'est-ce qui fait que quand je suis ou quand je parle de cette manière-là, l'autre me répond de cette manière-là. Donc, une relation, ça se construit à deux. D'accord? Et si on sort de ces clichés, de ces schémas de victime-bourreau et qu'on est tous les deux 100% responsables de ce qui se passe, où on en est là à ce moment-là? D'accord? Donc bref, pour répondre quand même à cette question que j'ai eue, parce que vous êtes plusieurs à m'avoir dit c'est quoi vos tips, c'est quoi qui fonctionne? Alors il y en a, mais aujourd'hui j'ai surtout envie de vous en partager un en particulier. C'est ce qu'on a mis en place depuis pas mal de temps maintenant, c'est ce qu'on appelle notre checking en fait. Chaque jour, on fait un check avec Sébastien pour aller voir un peu ce qui se passe pour chacun de nous. Parce que je crois vraiment que la communication, ça reste quand même une des clés fondamentales du couple. Et souvent, on pense que communiquer, c'est juste parler. Et c'est tellement plus que ça en fait. Parce que communiquer, c'est parler, c'est savoir s'exprimer, c'est savoir écouter. Voilà, ça englobe plein de choses. Et puis on se rend compte que parfois, quand on est activé, on dit les choses, on joue au ping-pong, l'autre nous parle, on réfléchit à la réponse, voire on lui coupe la parole, voire on est saturé d'émotions et puis du coup il y a plus possibilité ni de s'exprimer ni de s'écouter. Donc voilà, c'est pas forcément des formes de communication qui sont très bénéfiques. En tout cas, c'est pas que c'est pas bien parce que il n'y a pas de notion de bien ou de mal à avoir, c'est juste que pour moi, avoir une bonne communication au sein du couple, ça va au-delà de ça. Et donc, ce qu'on a mis en place avec Seb, c'est que chaque jour, on se fait un rendez-vous tous les deux, voilà, on coupe tout, toute distraction extérieure, et juste on se pose face à face avec un temps de parole pour chacun. Genre pendant 5 minutes, Sébastien va parler de lui, de ce qu'il ressent, de là où il en est, de ce qu'il traverse. Et moi, je vais écouter. Je vais juste soutenir l'espace et je vais l'écouter.
Et ensuite, quand il a fini, eh bien, ça va être l'inverse. C'est moi qui vais m'exprimer, par exemple, pendant 5 minutes, où je vais pouvoir déposer tout ce que j'ai à déposer, dire là où j'en suis, comment je me sens, etc., etc. Et lui, il va juste écouter. Donc, quand on se rend compte depuis qu'on fait ça, c'est que déjà, ça renforce notre empathie, en fait, l'un pour l'autre. Ça enlève aussi beaucoup de pression, parce que on se rend compte que quand on se parle, eh bien, il y a une espèce de pression parfois de se dire il faut que je parle vite parce que sinon l'autre va me couper la parole. Il faut que ce soit hyper compréhensible parce que sinon l'autre, il va aller chercher la petite bête sur ça, ou il va pas comprendre. Celui qui écoute se dit ok, il va falloir que je réponde quelque chose là. Qu'est-ce qu'il faut que je réponde? Est-ce qu'il faut que je trouve une solution? Est-ce qu'il faut ceci? Bref. Dans les deux cas, ça met de la pression. Alors que dans ce que je vous partage là, dans ce qu'on appelle nous notre check, notre checking de la journée, il n'y a pas du tout ça. Il y a vraiment ce truc de waouh, je t'ai juste entendu, je t'ai juste écouté. Et ça me fait me sentir tellement d'amour. Mais même si on se dit des choses, ouais, là, je me suis pas sentie bien quand il s'est passé ceci ou quand il s'est passé cela. En fait, il n'y a plus cette pression de je vais devoir répondre, ou je vais devoir me justifier, ou je vais devoir me défendre. Il n'y a pas de ça, il y a juste j'écoute. J'écoute ce qui est déposé dans cet espace-là. Et surtout, il y a une règle qui est que derrière, on ne revient pas dessus. C'est-à-dire que ce qui est déposé dans cet espace de sécurité est dans cet espace de sécurité et n'en sort pas. Et du coup, chacun, on se sent très, très en sécurité de pouvoir dire tout ce qu'on veut sans que ça impacte notre quotidien derrière, sans que ça fasse quoi que ce soit. Et parce que la plupart du temps, quand même, je me rends compte que on a besoin d'être entendu. On a besoin d'avoir un espace où la parole peut être déposée. On a rarement besoin de conseils, en fait, quand on s'exprime dans le couple. On a plus souvent besoin d'avoir cet espace où on sait que l'autre est pleinement présent pour nous entendre, pour nous écouter. Avec une vraie écoute, pour le coup une écoute active, une écoute avec une vraie présence, pas un truc où je suis en train de faire autre chose, pas un truc où je suis en train de penser à mes propres pensées, pas voilà, juste je suis là, je t'écoute et rien d'autre en fait. C'est une très bonne idée car effectivement généralement le dialogue entre deux personnes est coupé. Oui, ça arrive. Au-delà de ça, ce qu'on expérimente quand même avec Sébastien, c'est que depuis qu'on fait ça, et ben, du coup, il y a aussi plus d'écoute dans notre quotidien en général. C'est-à-dire que quand l'un parle, l'autre est vraiment dans une écoute active et pas dans je réfléchis. Voilà. Donc ça, je crois vraiment que y a plein d'autres choses à mettre en place, mais ça, c'est un des trucs que j'avais vraiment envie de vous partager parce que je trouve qu'il fait une vraie différence dans notre quotidien. Et je sais que Sébastien, par exemple, c'est quelqu'un qui, à la base, a peur du conflit, par exemple, et pouvait ne pas forcément dire ce qu'il ressentait, parfois, par peur du conflit. Et en fait, dans ces espaces-là, il dit les choses. Il dit ce qu'il ressent, il dit là où il en est, sans crainte, pour le coup. Et du coup, dans le quotidien aussi, il le fait avec plus de fluidité. Voilà le tips que j'avais envie de partager. Ensuite, j'ai reçu une autre question qui est intéressante, qui était autour des compromis. C'était quoi? Que penses-tu des compromis dans le couple, tout simplement? Qu'est-ce que j'en pense? En fait, je trouve que... Enfin, moi, personnellement, j'ai souvent entendu qu'on ne pouvait pas tout avoir dans la vie, qu'il fallait faire des compromis. Et en fait, on grandit avec cette idée de on ne peut pas tout avoir dans la vie. Alors déjà, je trouve que c'est tellement triste d'avoir cette espèce de croyance. C'est une croyance, C'est juste une croyance, ça d'ailleurs, parce que moi je pense qu'on peut tout avoir dans la vie. Et c'est quoi tout avoir en fait? Parce que tout pour moi, c'est pas le même tout pour vous. Mais moi je crois qu'on peut être épanoui au travail, épanoui en famille, épanoui avec ses amis, voyager si c'est notre kiff, j'en sais rien, être épanoui dans la vie de couple. Enfin bref, oui, je pense qu'on peut tout avoir. Et donc ce truc de on peut pas tout avoir et il faut faire des compromis, bah moi personnellement, mais ça c'est juste ma croyance à moi pour le coup. Je crois que le compromis tue le couple. Voilà. Et encore une fois, ça dépend de ce qu'on appelle et de ce qu'on met derrière le mot compromis. Okay? Parce que souvent, compromis, ce que je vois depuis des années
auprès des couples que j'ai accompagnés, c'est que compromis, c'est je prends sur moi pour faire quelque chose que j'ai pas envie de faire à la base. D'accord? Et ça termine en frustration. Voilà. Tout ce que vous faites alors que vous n'avez pas envie de le faire, vous finissez par le reprocher à l'autre, d'une façon ou d'une autre. Ça crée de la frustration, ça crée de la colère, ça crée de l'injustice. Vous avez fait un effort pour faire plaisir à l'autre, puis l'autre, en fin de compte, vous avez l'impression à un moment donné qu'il ne vous le rend pas comme il faudrait. Donc ça, pour moi, la notion de compromis, je ne suis pas sûre que ce soit le mieux. Voilà. Je crois que c'est pas parce qu'on est en couple qu'on doit tout faire ensemble, déjà, qu'on doit penser pareil, qu'on doit faire pareil, qu'on doit être pareil. Donc, à partir du moment où dans le couple, on a cette liberté d'être, déjà, il y a beaucoup moins de compromis à faire. Ensuite, à partir du moment où on peut avoir chacun des espaces à soi pour s'épanouir, pour apprendre, pour grandir, pour faire ce qu'on a envie de faire, eh ben, il y a peu de compromis aussi à faire. Je crois qu'il y a plein de fois où on se dit je suis obligée d'eux. Et alors l'exemple typique, c'est les histoires de beaux-parents. Ça, c'est vraiment tout un truc chez les couples. Tous les dimanches, on mange chez les parents de mon mari. J'ai pas envie d'y aller parce que, je sais pas, ma belle-mère ne m'aime pas. Mais j'y vais quand même. Et à chaque fois, c'est le même bordel. Bah, en fait, qu'est-ce qui fait que ça fait 10 ans que tu te forces à faire ça? Et les personnes répondent, bah, je suis obligée. Mais non. Mais non. Donc ça, pour moi, c'est pas un compromis, en fait. Ça, c'est se nier soi. C'est faire quelque chose pour éviter un conflit. Mais c'est créer un conflit latent, un conflit silencieux qui, en fin de compte, dure et perdure dans le temps et finit par entacher le lien. Très clairement. Donc, je suis pour de la communication. Je suis pour trouver des terrains d'entente. C'est-à-dire, bah, toi, tu as envie de faire ça, ok. Moi, j'ai pas envie. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose qui fasse sens pour nous deux, en fait? Parce que quand Sébastien il a envie de faire un truc que moi, j'ai pas envie de faire, il est libre de le faire tout seul et inversement. D'accord? Par contre, si Sébastien il a envie de faire quelque chose et que moi, je commence à me forcer à le faire pour lui faire plaisir, soit ça me fait réellement plaisir de le faire, et là c'est ok, mais du coup pour moi c'est plus un compromis, c'est juste j'ai changé d'avis et j'ai vraiment envie de le faire parce que ça me fait plaisir, soit je le fais juste pour lui faire plaisir, mais au fond ça m'emmerde, et ça, c'est sûr, ça va finir en dispute à un moment donné, ça va finir en frustration, ça va finir en dette. Donc non, je suis pas pour les compromis, je suis pour la communication. Je suis pour des espaces de liberté, je suis pour des temps de qualité ensemble, mais je ne suis pas pour la contrainte. Voilà. Après, c'est peut-être ma définition du compromis qui est, dans le compromis, on dit oui alors qu'il y a un espace où c'est non. Voilà. Et pour moi, soit c'est un grand oui, soit c'est un grand non, mais le cul entre deux chaises, c'est rarement bon. Voilà. Voilà pour cette notion de compromis. Je crois que je vais m'arrêter là. Si vous avez envie d'aller plus loin sur la notion du couple, vraiment, je vous invite à aller voir du côté de Couple Alchimique. Ce programme, c'est 4 modules, c'est 4 transmissions sur le couple, du début jusqu'à la fin. On parle des peurs, on parle de l'amour, on parle de fidélité, on parle d'infidélité, on parle de plein de choses, on parle de crise, on parle du sentiment amoureux versus l'amour. Voilà, je crois qu'on ne peut pas faire plus le tour que ce qu'on a fait. Et c'est un très beau programme, puissant, comme à peu près tout ce qu'on propose pour le coup. Donc voilà, si vous voulez aller plus loin, allez de ce côté-là. Sandy, je vous souhaite un très bon voyage, qu'il soit paisible et serein. Très belle aventure à vous deux. Yes, 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 yes. C'est le dernier dodo au Cambodge, les amis. Demain, à cette heure-là, on sera dans l'avion, de retour en France. Pour pas très longtemps, le temps de récupérer le camping-car, de tout préparer, de faire un bisou à nos amis, à notre famille et ensuite en voyage en Europe. Donc voilà, on est content, on est content. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très vite.